Bienvenue à tous dans cette nouvelle exploration approfondie. Je suis ravie de vous retrouver pour notre analyse du jour. Bonjour. Très heureux d'être là pour décortiquer tout ça avec vous. Aujourd'hui, on se penche sur un phénomène numérique vraiment fascinant. Un projet qui bouscule pas mal de conventions dans l'écosystème crypto. Je parle bien sûr du réseau Pi, le fameux Pi Network. Ouais, un sujet qui fait énormément de bruit en ce moment. Complètement. On observe une transition assez vertigineuse. C'est passé d'une simple application de minage sur smartphone, un truc presque ludique, à une volonté de forcer les portes pour se métamorphoser en un véritable écosystème financier mondial. C'est l'ambition affichée, en tout cas. Voilà. Et pour mener à bien cette mission d'analyse, on s'appuie sur une compilation de sources assez dense. On a visionné des vidéos d'actualité spécialisées, épluché des prédictions de marché, et on a même regardé des démonstrations d'applications en cours de développement. L'objectif de notre analyse du jour, c'est vraiment de percer la carapace du marketing. Il s'agit de séparer l'engouement communautaire, qui est très souvent assourdissant sur les réseaux, de la réalité technique et financière, ce qu'on appelle les données on-chain. Exactement. On va essayer de voir ce qui se passe sous le capot. Et le point névralgique de cette exploration va se concentrer sur la GCV, la valeur consensuelle globale, et surtout la façon dont l'écosystème tente de l'arrimer à un géant comme l'USDC. Ça, c'est le gros morceau. On va évidemment se pencher sur les prédictions de prix, la chute vertigineuse des volumes récents et les stratégies de l'écosystème. Le tout, bien sûr, en gardant une posture d'observateur neutre face aux dynamiques de marché rapportées par nos sources. On ne prend pas parti. Ah oui, c'est crucial de le rappeler. On rapporte juste ce qui est dans les documents. Pour plonger directement dans le vif du sujet, il y a une image tirée des sources qui résume parfaitement l'ambition démesurée du projet. L'histoire du téléphone, c'est ça ? Ouais, exactement. L'idée de pouvoir s'acheter un iPhone 15 Pro Max flambant neuf avec livraison gratuite en utilisant exclusivement des pièces Pi. C'est assez vendeur, il faut l'avouer. Ah, c'est le mirage parfait pour quiconque a passé des mois ou même des années à cliquer frénétiquement sur un bouton de minage quotidien. Ça pose une question fondamentale sur la création de valeur à partir de rien. Comment une monnaie générée par une simple interaction sur écran tente d'acquérir un pouvoir d'achat dans le monde réel. Cette promesse de l'iPhone, ça capture l'essence même de l'attrait pour Pi. C'est la matérialisation de l'effort numérique. Voilà, c'est le rêve devenu réalité. Cependant, et c'est là que ça se complique, les sources mettent en lumière un gouffre technique colossal entre cette vitrine numérique hyper alléchante et la mécanique d'une véritable transaction financière. Bon, décortiquons tout ça. Commençons par le théâtre de cette promesse, le fameux Pi Mobile Store. Un endroit intéressant ? Les documents décrivent un parcours utilisateur sur le Pi Browser qui est tout sauf intuitif. En gros, il faut ouvrir le navigateur Pi, toucher les applications, cliquer sur Mainnet et chercher spécifiquement l'application pour enfin tomber sur cette liste de produits high-tech. C'est un peu un parcours du combattant, quoi. C'est ça. Mais l'enthousiasme que ça génère dans les vidéos analysées est massif, c'est presque palpable. On voit des utilisateurs s'extasier devant un prix affiché en Pi pour un smartphone dernier cri. Sauf que la réalité technique vient immédiatement doucher cet enthousiasme. L'interface affiche un avertissement clair qui ne devrait échapper à aucun utilisateur averti. Ah, le fameux bandeau. Exactement. On est sur le testnet. Et on sait très bien ce que ça implique dans cet univers. On navigue dans un environnement bac à sable. Un simulateur de vol, si on veut. C'est-à-dire que c'est pas du vrai Pi. Concrètement, les jetons utilisés pour acheter cet iPhone virtuel n'ont absolument aucune existence sur le réseau principal. C'est juste une simulation de flux pour les développeurs. Rien de plus. C'est littéralement de l'argent de Monopoly. Il n'y a aucune valeur d'échange physique derrière. Ouais, de l'argent de Monopoly, c'est la bonne analogie. Et la confusion entre ce jeton de test et le Mainnet Pi, celui qui a été réellement validé et miné par la communauté, semble être un moteur majeur de l'engouement. Mais c'est aussi une incompréhension fondamentale de la part d'une grande partie des utilisateurs. Au-delà de la confusion sur la valeur, il y a un aspect sécuritaire critique soulevé par les sources, notamment via les analyses de Farouk Monitor mentionnées dans les documents. Oui, les avertissements sont assez effrayants. L'avertissement est sévère. Le Pi Mobile Store n'est pas une application vérifiée ou auditée par la Core Team de Pi. Et s'aventurer sur des applications non vérifiées, même sur un testnet, c'est s'exposer à des risques énormes. Des risques pour les données personnelles, non ? Pour les données, oui, mais surtout des risques de compromission des clés du portefeuille numérique. La source précise même que le créateur de la vidéo démonstration a délibérément refusé de connecter son propre portefeuille pour faire le test. Ah ouais, ça en dit long. Quand le démonstrateur lui-même n'a pas confiance en l'architecture de sécurité, il faut fuir.
Le verdict sur cette application est donc assez glacial. Pour utiliser une autre analogie, ce Pi Mobile Store, c'est comme regarder la vitrine d'une boutique dans un centre commercial dont les fondations sont même pas encore coulées. C'est une très belle image. On peut regarder les produits à travers la vitre, s'imaginer l'avenir des paiements crypto, mais la porte est fermée à double tour. Et surtout, il faut glisser aucune coordonnée bancaire ou clé privée sous la porte. Cette vitrine illustre parfaitement l'état transitoire du réseau. Il faut maintenir l'attention de la communauté avec des cas d'usage visuellement attractifs, tout en gérant les immenses limitations de l'infrastructure actuelle. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Puisqu'on vient d'établir que ce testnet tourne avec de l'argent de Monopoly, on peut se demander comment la Fondation compte injecter une véritable valeur marchande au Pi. La fameuse question de la valorisation. Et c'est là que les sources introduisent le cœur du réacteur, la GCV, la valeur consensuelle globale et son association potentielle avec l'USDC. L'ambition d'associer le Pi à l'USDC est stratégiquement fascinante. Les sources rappellent les métriques de ce stablecoin et c'est colossal. On parle de chiffres astronomiques. Ouais, une capitalisation boursière gravitant autour des 75 milliards de dollars, avec des volumes d'échanges quotidiens dépassant les 12 milliards. On parle d'un mastodonte absolu dont la parité avec le dollar offre un point d'ancrage dans un marché crypto qui est par nature ultra volatile. C'est le refuge parfait. Associer une monnaie émergente comme le Pi à ce niveau de stabilité, c'est chercher à lui conférer une légitimité institutionnelle instantanée. Mais la mécanique de cette GCV, cette valeur consensuelle globale, a de quoi laisser perplexe. L'idée qu'une communauté de mineurs sur smartphone puisse imposer, par la seule force du nombre et de la croyance, une valeur fixe face à un stablecoin adossé au dollar. Ça bouscule les fondamentaux. C'est le moins qu'on puisse dire. On ne parle pas de liquidité algorithmique ou de réserve de capitaux. On parle d'un consensus social pur. Ce qui est fascinant ici, c'est que les sources ne balayent pas cette idée d'un revers de main. Elles s'appuient sur des précédents historiques pour démontrer que la monnaie n'est au fond qu'une illusion partagée. Oui, l'exemple de l'Afghanistan est incroyable. Absolument. Face à l'effondrement des institutions après la guerre, la population s'est mise à utiliser des simples bouts de papier tamponnés comme monnaie. Des bouts de papier sans aucune réserve d'or derrière. Rien du tout. Ça fonctionnait uniquement grâce à la confiance. La certitude psychologique que le boulanger accepterait ce papier en échange de pain. Et l'autre exemple évoqué dans les documents est presque surréaliste. L'histoire du double chat de Waziraba. Ah, cette histoire est folle. Complètement. Un homme qui distribuait de simples bouts de papier vierges avec la promesse de rembourser des millions de roupies 3 mois plus tard. Et ces papiers vides avaient une immense valeur marchande sur les marchés locaux. Juste parce que la communauté a décidé d'y croire. C'est la version historique et extrême de la GCV, la confiance de la communauté qui crée la valeur à partir de rien. Ces anecdotes illustrent bien la puissance de l'économie comportementale. La confiance pure peut créer des poches de valeur. Cependant, si on relie cela à la situation dans son ensemble, le marché crypto actuel n'est pas un village isolé ou une économie de l'après-guerre. C'est un marché globalisé. C'est un écosystème hyper rationalisé. Et les sources soulignent que ce marché mondial a subi une purge très violente. Il est passé de 4 000 milliards, 4 trillions, à 200-300 milliards de dollars de capitalisation totale. C'est une chute monumentale. Dans un tel environnement macroéconomique, imposer une valeur consensuelle arbitraire, c'est un défi titanesque. Et en plus, il y a des risques internes. Oui, les documents analysés rapportent l'existence de fausses campagnes et de factions anti-GCV très actives. Ils citent l'exemple d'un site web, pumercurt.in. Le fameux site bloqué. Exactement. Il faisait une promotion agressive et s'est retrouvé bloqué du jour au lendemain. C'est révélateur des guerres d'influence qui se jouent en coulisses. Le secteur est aussi attractif que dangereux. Et bien sûr, en analysant ces sources, notre rôle n'est pas de juger ces groupes, mais de voir à quel point ce narratif est un champ de bataille. Les batailles idéologiques finissent toujours par se confronter aux mathématiques de toute façon. Et l'intelligence artificielle citée par nos sources a livré des prédictions pour le mois de mars qui offrent un contraste brutal avec cette utopie de la GCV. Ouais, les chiffres actuels du marché Pi sont assez inquiétants. On observe une véritable hémorragie. La capitalisation boursière théorique a chuté de 1,7 milliard à 1,5 milliard. Une belle contraction. Mais le plus alarmant, c'est la chute des volumes. Le volume des transactions a plongé de 44%. Il est passé de la zone des 14 à 15 millions pour s'écraser autour des 11 millions. Face à cette situation, l'analyse dévoile une réaction intéressante de la Fondation Pi. Nos sources indiquent un transfert de 50 millions de jetons Pi vers les propres portefeuilles de l'équipe principale. 50 millions, c'est pas rien. Ça veut dire quoi concrètement ?
Dans la grammaire des cryptos, un tel mouvement est rarement anodin. C'est une tentative de gestion de la situation, possiblement pour préparer des poules de liquidités ou juste pour stabiliser un écosystème qui voit son volume fondre. Malgré ces signaux, les documents présentent des scénarios de prix très variés. On a un scénario pessimiste autour de 0,14 $. Ce qui n'est pas très haut. Ensuite, une projection actuelle ou modérée qui situe le PI autour de 0,165 $, avec un potentiel pour aller chercher les 0,17 à 0,20 $. Et de l'autre côté, un scénario optimiste à 0,50 $. Et puis, il y a cette source qui liste carrément 3 raisons potentielles pour une explosion des prix allant jusqu'à 10 $. Oui, les fameux 3 piliers. Le premier, c'est un modèle technique haussier. Selon l'analyse, ça pourrait pousser le prix à 0,25 $ à court terme, voire 1 $ si la tendance se confirme. Le deuxième pilier avancé, c'est les listings sur des échanges majeurs. On parle de Binance, Coinbase, Bybit. Les sources rappellent les anciens votes massifs de la communauté pour forcer l'intégration sur Binance. La fameuse armée paille en action. Exactement. L'idée, c'est qu'une cotation sur ces plateformes apporterait une liquidité entrante massive. Et la troisième raison citée, c'est une reprise globale du marché. Les sources mettent en perspective les fluctuations récentes. Elles citent un Bitcoin qui navigue entre 60 000 et 67 000 $ après avoir connu un sommet rapporté à 126 000. C'est un marché très capricieux. Et un Ethereum tombé à 100 $ depuis ses sommets à 4 900. L'idée, c'est que si tout le marché repart à la hausse, le PIF suivra le mouvement. Face à cette baisse généralisée, la stratégie conseillée par les experts des sources, c'est la méthode DCA, le Dollar Cost Averaging, lisser ses investissements dans le temps. Il y a d'ailleurs une blague assez drôle dans l'une des sources pour illustrer cette philosophie face à la baisse. Ah oui, l'histoire de l'étudiant. C'est ça. C'est l'histoire de cet étudiant qui justifie son échec scolaire auprès de ses parents en disant, avec flegme, « même le fils du brillant ingénieur a raté son année, et celui du grand docteur aussi ». C'est une belle façon de dédramatiser. L'implication est limpide. Si les mastodontes comme le Bitcoin et l'Ethereum dévisent violemment, il est tout à fait normal qu'un projet comme le Pi chute aussi. Faut pas s'attendre à des miracles. C'est sûr. Mais l'écosystème Pi ne peut pas juste attendre passivement que le marché remonte. Pour survivre, le projet doit construire un véritable écosystème au-delà de la spéculation. Alors qu'est-ce que tout ça signifie ? Ça signifie que Pi déploie des efforts massifs de gamification pour retenir sa communauté. Et l'exemple mis en avant dans les documents, c'est le jeu Slice of Pi. Un jeu en apparence très basique, hein. Extrêmement basique, on glisse le doigt pour couper des tartes numériques et faire du jus virtuel pour passer des niveaux. Mais la grosse astuce, c'est l'obligation d'y connecter son portefeuille crypto. Et c'est là le but technique de la gamification. Ce n'est pas juste un petit jeu mobile. En forçant la connexion du portefeuille, chaque action génère des transactions sur la blockchain. C'est brillant. Ça crée une utilité réelle démontrable. Quand Pi ira voir les grands échanges, ils auront des graphiques prouvant une activité massive sur leur réseau. Et dans cette même logique, les sources s'attardent sur les récompenses pour les validateurs. Ceux qui traitent le KYC, la vérification d'identité, recevront des récompenses directes en Pi sur la blockchain. C'est une façon de payer le travail de la communauté avec la monnaie locale. Exactement. Et puis, il y a la quête ultime pour les utilisateurs, obtenir le fameux Pi Badge. Ça donne accès à des cadeaux, des suites à capuche, des bouteilles d'eau, des chaussures, des couvertures. Mais les critères pour l'obtenir sont fous. Ah, les prérequis sont d'un niveau d'exigence incroyable. Jugez plutôt, il faut faire partie des 100 000 premiers utilisateurs, avoir miné pendant 365 jours, avoir passé plus de 2000 heures sur le chat Pi. 2000 heures, c'est colossal. C'est une année de travail à temps plein. Et pour ceux qui rejoignent en 2025, il faut un KYC validé et avoir utilisé au moins 50 applications de l'écosystème Pi. C'est une stratégie de rétention absolue. Ça exploite ce qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables. Quand on a investi 2000 heures dans un chat, on ne quitte plus le projet. On est totalement verrouillé. Cette armée d'utilisateurs engagés est la clé de voûte de leurs prochaines annonces. Toutes ces nouveautés, les plateformes de lancement, les échanges décentralisés, ça nécessite une nouvelle feuille de route. La fameuse roadmap très attendue pour le 14 mars, le Pi Day. L'attente autour de ce Pi Day est palpable dans toutes les sources. Cela soulève une question importante sur la viabilité globale. En résumé, on a une dualité fascinante. D'un côté, une monnaie de Monopoly sur un simulateur de test, avec des jeux de découpe de tartes. Ouais. Et de l'autre, des ambitions titanesques de créer une monnaie stable liée à un mastodonte comme l'USDC,
le tout soutenu par une communauté massive et ultra fidèle. Pour conclure cette réflexion, je voudrais laisser quiconque écoute sur une réflexion philosophique et économique assez troublante, qui n'est pas vraiment résolue par les sources. Et je vous écoute. Si la valeur fondamentale d'une nouvelle monnaie, comme le pi, repose aujourd'hui presque entièrement sur la croyance inébranlable et l'attention de sa communauté, que se passera-t-il mathématiquement à la milliseconde exacte où cette même communauté décidera d'arrêter de jouer le jeu pour essayer d'encaisser ses gains en monnaie traditionnelle? Le fameux bank run. Exactement. La confiance peut-elle survivre à la réalité brutale de l'encaissement? C'est une question qui reste en suspens. Merci de nous avoir suivis. On vous invite à continuer d'explorer et d'apprendre avec nous la prochaine fois. Merci, à très bientôt.